Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir aujourd'hui pour la Journée internationale des droits des femmes. Nous sommes le 8 mars avec Égalité Ensemble et plusieurs invités, en particulier Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'Industrie, Gaëlle Leboeck, députée, Irène Tolleret, eurodéputée, Fatima Tagnan, cofondatrice d'Égalité Ensemble et trésorière, Priscilla Amani, responsable communication d'Égalité Ensemble, et Pierre-Jean Clause, fondateur-président de Génération Maastricht. Après un marathon de l'égalité, nous avons sélectionné 100 propositions, en plus de nos 8 propositions fondatrices, et nous sommes ravis de pouvoir les dévoiler aujourd'hui et surtout de pouvoir en débattre au moins en partie avec nos invités. Donc, nous allons commencer par Agnès Pannier-Runacher et Priscilla Amani qui va lui poser la première question. Ma première question, du coup, s'adresse à Madame la Ministre. On constate que peu de femmes choisissent et donc occupent des postes dans le secteur de l'industrie et du numérique. Pourquoi déjà, premièrement, cet état de fait et quelles seraient les solutions pour favoriser la mixité des métiers, la reconversion des femmes dans les métiers porteurs de l'industrie? Alors, c'est une question qui est tout à fait d'actualité parce qu'en fait, on est à un moment où l'industrie cherche à recruter des talents et où on s'aperçoit qu'il y a grosso modo une femme pour 2 hommes dans l'industrie et à des fonctions de direction, une femme pour 4 hommes. Et ça, c'est le résultat d'abord je dirais, d'une situation culturelle. C'est-à-dire que culturellement, les jeunes filles, les jeunes femmes ne vont pas vers les métiers industriels et ça se joue dès le plus jeune âge. Ça se joue en primaire où les jouets qui sont proposés aux petites filles sont des jouets qui sont plutôt dans la sphère du lien à la personne. Je prends soin de mon chat, je prends soin des autres, je suis l'infirmière, éventuellement le médecin dans les bonnes situations. Je n'ai pas de mécano pour construire, je ne me projette pas dans des métiers d'invention et de construction. Et du coup, quelque part, on représente que une petite fille, elle doit être utile aux autres et un petit garçon, il doit pouvoir se projeter et avoir des projets. Et rien de ce biais-là, et c'est pour ça qu'on a fait une charte des jouets non genrés, introduit une différenciation dans l'avenir des enfants. Ça se joue à l'école, c'est-à-dire que on est capable de le mesurer. C'est pas propre à la France. C'est pas propre à la France, mais c'est vrai en France, c'est vrai dans certains pays, par exemple aux États-Unis, mais on le voit pas dans les pays de l'Est. Dans les pays de l'Est, les matières scientifiques sont proposées aux enfants de manière tout à fait égalitaire et on voit qu'il y a beaucoup de femmes ingénieures et les mathématiques sont considérées comme une matière de toute façon, on doit, très noble, où chacun doit pouvoir réussir. Ce n'est pas le cas en France, où on a tendance à considérer que c'est pas grave, parce que les petites filles, elles s'expriment mieux, parce que les petites filles, c'est bien connu, sont meilleures en français. Et en fait, ce biais est entretenu et va entretenir les petites filles dans cette idée que c'est pas fait pour elles. Et inversement, il va avoir un autoréférencement, c'est-à-dire que quand ça se passe bien, en revanche, dans d'autres matières, c'est parce que c'est plutôt fait pour elles. Or, ce n'est pas la réalité. Et là aussi, il faut évidemment former les professeurs à des éventuels biais de genre, mais c'est culturel, c'est-à-dire que les parents vont beaucoup projeter sur leurs enfants des aptitudes ou des incapacités par rapport à certaines matières et certaines destinées. Donc, deuxième élément, comment l'école se donne des outils de mesure et des objectifs pour faire en sorte qu'il y ait plus de jeunes femmes, de jeunes filles qui aient accès aux options scientifiques et qu'une jeune fille en fin de troisième qui a 16 de moyenne en maths ne se dise pas l'option mathématique, c'est trop compliqué pour moi. Et ça, moi, je l'ai vu et vécu sur des territoires comme le bassin minier où on a un petit peu d'autocensure, c'est vrai pour les jeunes garçons, mais c'est encore plus vrai pour les jeunes filles. Donc ça, on le fait à la fois dans les, je dirais, cursus techniciens, donc Bac+2 et ingénieur Bac+5, et avec l'intention d'orienter les femmes vers les sciences dures, et pas seulement vers les sciences du vivant, parce qu'elles sont
très bien représentés dans les sciences du vivant, ce qui prouve que ce n'est pas un sujet de science. Et on le fait aussi dans les filières techniques. Ce qui est frappant, c'est que dans l'enseignement technique, il y a aussi une ségrégation. Les enseignements pour les femmes, par exemple, les métiers d'aide à la personne, 80% de jeunes femmes, et les enseignements pour les garçons. Par exemple, les métiers autour du climat, qui en fait sont des métiers de techniciens climatiques, etc., 90% de garçons. Il n'y a pas d'explication à cela, si ce n'est des représentations réciproques. Et tout l'enjeu, c'est d'essayer d'aider les professionnels de l'éducation nationale à dégenrer ces filières, parce que mettre plus de garçons dans des filières d'aide à la personne, c'est une façon de pousser vers le haut ces filières aussi, puisqu'on sait que des filières plus équilibrées en représentation genrée rémunèrent mieux. Et de l'autre côté, faire en sorte que les filles aillent plus vers des métiers industriels, c'est aussi leur donner accès à des carrières qui rémunèrent mieux, puisque dans l'industrie, les métiers sont rémunérés 25% de plus que les métiers du secteur privé. Et puis après, on continue à chaque étape à ouvrir des portes aux jeunes filles. Ça peut passer aussi par le mentorat. Vous savez que le président de la République a lancé une grande action mentorat en direction des jeunes qui n'ont pas les mêmes opportunités que des jeunes d'environnements qui sont favorisés, de grandes agglomérations. Donc, du mentorat pour les jeunes des quartiers, du mentorat pour les jeunes ruraux. C'est aussi du mentorat pour les filles et pour leur permettre de leur donner une autre vérité, celle de femmes qui ont réussi dans la vie, dans leurs études, dans leur parcours, qui sont industrielles et qui peuvent quelque part jouer le rôle de rôle modèle et ouvrir des portes, tout simplement amener des jeunes filles à se poser des questions en se disant finalement, si, c'est fait pour moi, et puis ça m'intéresse, voire ça me passionne. Merci beaucoup. Nous allons passer à la seconde question par Pierre-Jean Claus. Merci déjà pour cette réponse, Madame la Ministre. Donc, on voulait plutôt poser une question cette fois-ci sur les facteurs de discrimination que les femmes peuvent subir, notamment la seniorité, le fait d'être une femme enceinte et les maternités. Et la question qui découle de tous ces facteurs qui peuvent engendrer des discriminations, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer l'insertion des femmes dans le monde du travail tout au long de la vie, toutes les différentes étapes de la vie en général. Alors, moi, je distinguerai deux choses. Il y a la question de la maternité, qui est un sujet propre aux femmes. La question de la seniorité est un sujet qu'il faut adresser aussi en intégrant les hommes, puisqu'on s'aperçoit que les parcours, que les Français ne laissent pas une place suffisante aux seniors et qu'il y a un taux d'emploi des seniors avant même la retraite qui est plus faible significativement en France par rapport à des pays européens, et que ça dit quelque chose aussi de l'estime qu'on porte aux seniors. S'agissant de la maternité, la première avancée majeure, c'est le congé paternité. Et la première chose qu'on peut faire, c'est de rendre ce congé paternité quasiment automatique. Alors, on n'est pas obligé de le faire par la loi parce que c'est aussi un sujet d'organisation des entreprises, et autant pour les grandes entreprises, c'est gérable, autant pour des plus petites entreprises, ça peut être difficile à organiser et anticiper, mais le rendre naturel comme étant établi et une chose attendue de la part des jeunes pères, c'est une façon de laisser aux pères leur vraie place dans la sphère familiale et de permettre aux femmes, aux jeunes mères de respirer et d'être finalement regardées comme posant grosso modo les mêmes problèmes d'organisation au travail que les jeunes pères, puisque chacun a son congé, il est de plusieurs semaines, il peut être pris dans une période donnée, et finalement, le sujet d'avoir des enfants, ça fait partie de la gestion des ressources humaines d'une entreprise, et on ne se pose pas la question, voyant une jeune femme arriver, oulala, mais si ça se trouve, la semaine prochaine, elle peut tomber enceinte, comment je m'organise? Surtout que c'est un faux problème de ressources humaines, puisque rien n'est plus prévisible qu'un congé maternité et qu'un congé paternité. C'est une question d'organisation
c'est aussi une question d'attractivité des entreprises. Celles qui savent bien gérer ces sujets-là, en règle générale, sont significativement plus attractives. Et après, c'est des sujets de bonnes pratiques d'organisation du travail en entreprise, les réunions qui ne durent pas au-delà d'une certaine heure, pour permettre aux parents, et j'insiste sur le terme parents, de s'organiser pour gérer les sorties d'école, les problèmes d'enfants malades, les problèmes de télétravail, enfin pas les problèmes, les possibilités de télétravail. En fait, il faut réinventer la manière de travailler en tenant compte des besoins des parents et en étant conscient que c'est aussi une façon d'attirer les talents dans une entreprise. Ça, c'est sur la partie enfant, maternité. Et un des points sur lesquels il faut probablement pousser les feux, c'est ce que dit Elisabeth Borne, c'est quand on regarde l'index de parité dans les entreprises qui a été mis en place par notre gouvernement, les promotions post-congé maternité restent le point faible de l'index parité, et ça montre bien qu'il y a un sujet d'accompagnement sur les carrières, et peut-être il faut un peu pousser les curseurs et rendre les règles du jeu un peu plus dures sur ce sujet-là. Sur la question des seniors, il y a deux questions qui sont, me semble-t-il, posées. La première question, c'est qu'il faut adresser le sujet de la pénibilité des carrières et faire en sorte que quelqu'un qui a 55 ans n'arrive pas avec une incapacité, parce qu'à force d'avoir répété les mêmes gestes, à force d'avoir travaillé dans des conditions de travail où il portait des charges, où il était exposé à différents types de risques, effectivement, il a mal au dos, il a mal aux poignets, il a mal aux épaules et il ne peut pas faire le même travail qu'il faisait 10 ans plus tôt. Et ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Et c'est un sujet sur lequel il y a eu des propositions qui ont été faites par les organisations syndicales, il y a des propositions qui sont faites, y compris par des entreprises qui sont mieux-disantes, pour dire au fond quand une entreprise investit sur ce sujet-là, ça devrait se voir dans sa participation aux charges sociales, et inversement, une entreprise qui est moins disante sur ce sujet-là, elle devrait payer le prix de la prise en charge collective. Donc, c'est en tout cas une piste de travail importante. Et puis, la deuxième piste de travail, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire aux seniors et en particulier aux femmes seniors pour se reconvertir ou se reclasser à la suite d'un accident de la vie. Vous perdez votre emploi parce qu'il y a une restructuration. Ça n'a rien à voir avec votre talent, votre mérite propre, mais c'est ensuite le rebond qui est difficile à aménager. Et on sait que le grand enjeu, c'est d'adapter la prise en charge au plus vite, c'est-à-dire que c'est souvent des femmes, ou les femmes, c'est plus compliqué encore, c'est qu'elles soient accompagnées tout de suite, avec qu'elles ne perdent pas leurs sentiments ou leur fierté et leur confiance en elles. Et ça, c'est une façon de travailler. Pôle emploi aujourd'hui, par rapport aux chômeurs, a changé ses méthodes, à un accompagnement renforcé en début de prise en charge des chômeurs. Et il faut vraiment approfondir cela et aller vers de la qualité et de l'accompagnement spécifique pour permettre le rebond le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Et donc, la question suivante sera posée par Fatima Tanyang. Bonjour Madame la Ministre. Au sein des médias, il y a moins de femmes expertes sur des sujets tels que la santé ou l'économie, malgré l'existence de nombreuses spécialistes. Ceci peut nuire à la perception des capacités des femmes. Comment on fait pour améliorer cela? Alors là, je crois que la méthode qui marche, c'est on mesure et on sanctionne quand il y a un trop grand écart, parce que, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas un sujet de manque d'expertise. Les femmes expertes existent et c'est véritablement un sujet d'organisation de la prise des paroles des femmes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, je dirais, pour les femmes expertes qui ont des employeurs, enfin, faire valoir que c'est une mise en avant utile pour une entreprise, pour un organisme de recherche, d'avoir une femme qui prend la parole. Ça montre la qualité de l'entreprise qui emploie cette experte, ou de l'organisme de recherche, ou de l'entité administrative, par exemple. Donc, il faut
inciter ces organisations à faire prendre la parole aux femmes, peut-être les inciter à elles-mêmes prévoir un vivier et lorsqu'elles sont sollicitées à bien être attentifs à envoyer des hommes et des femmes, évidemment sur les plateaux, mais c'est aussi une règle du jeu sur lequel il faut probablement être plus exigeant à l'égard des médias. On sait par exemple que le CSA regardait ça avec attention et est capable de montrer qu'à certains moments, on l'a vu dans le confinement, on voit disparaître les femmes ou diminuer la part de voix des femmes dans les prises de parole, alors qu'encore une fois, les expertes existent. Donc, rendre visibles les rôles modèles, inciter les employeurs à développer une logique de porte-parole dans leurs entités, administrations et entreprises et associations et être sensible à la parité. Et troisième élément, réguler les médias pour que lorsque les écarts sont trop visibles, donc les mesurer et faire en sorte que des autorités de régulation comme le CSA puissent intervenir en disant « là, vous avez franchi la ligne rouge ». Merci beaucoup, Madame la Ministre. Il y a plusieurs éléments que vous avez cités qui correspondent d'ailleurs à de nombreuses propositions qui ont été faites par Égalité Ensemble, grâce aussi aux apports que vous pouvez faire en tant qu'experte. Donc, on pense notamment mettre en place, enfin, proposer de mettre en place une banque de données publique des expertes, puisqu'on a différentes, voilà, il y a des associations qui le font à titre privé. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir une banque publique de données, c'est-à-dire voilà, que l'État se charge de mettre en place peut-être ce type de service pour les médias? Alors, je ne sais pas si c'est la méthode la plus évidente, parce qu'on dira ensuite que comme c'est un expert de l'État, c'était quelqu'un qui est inféodé et qui n'est pas indépendant de l'État. Donc, il y a toujours ce soupçon auquel il faut être attentif. Mais déjà que l'État soit exemplaire, c'est-à-dire qu'il réfère pour sa propre parole des porte-paroles femmes et des porte-paroles hommes par service, et qu'il soit attentif à que cette parité soit acquise dans les fonctions de communication, c'est un premier pas, et ça, c'est à notre portée, puisque les représentants de l'État, c'est l'État qui les choisit, et c'est valable à tous les niveaux. C'est valable pour les services de l'État en région, c'est valable pour les experts d'université, de recherche ou dans les établissements hospitaliers. C'est valable également dans les services d'administration centrale. Donc, nous, en tant qu'employeurs, nous sommes attentifs à ce que les gens qui prennent la parole en termes d'expertise, nous les ayons repérés, nous les ayons éventuellement formés à la prise de parole. Et lorsqu'on est sollicité, nous proposons systématiquement, en tout cas, nous faisons l'effort de proposer des femmes à peu près au même rythme que nous proposons des hommes. C'est une posture que peut prendre l'État, et compte tenu du nombre des représentants qui sont rattachés à une fonction étatique, ça aurait déjà beaucoup d'impact, je crois, sur les plateaux de télévision. Regardez ces derniers mois où il y a eu beaucoup d'experts en matière sanitaire, en matière de recherche, en matière aussi géopolitique. Ce sont des gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont rattachés à des entités qui fonctionnent, alors indépendantes dans leur fonctionnement et dans leur pensée, mais qui fonctionnent pour l'État. Donc, ça peut être une démarche. Merci beaucoup. Je suis ravie d'avoir pu, que vous ayez été là. Je remercie toutes les personnes qui ont été là. Et on va passer donc à l'invité suivant. Donc, Gaëlle Le Bohec, qui est députée. Et la première question sera posée par moi. Donc, vous êtes parrain de l'une des propositions fondatrices d'Égalité Ensemble visant à visibiliser les femmes remarquables au sein du Panthéon. En quoi est-il important de visibiliser les femmes dans l'histoire au sein des supports pédagogiques? Comment améliorer leur représentation?
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Égalité Ensemble. Un petit coucou à Madame la ministre, fort engagée sur cette question et qui a eu des mots très justes avant moi. Elle a parlé de ces rôles modèles-là, que ce soit pour l'industrie, que ce soit dans plein de métiers différents. Donc la question, elle est hyper vaste et néanmoins intéressante. Je crois qu'il y a vraiment la question de pouvoir se projeter. Qui on est, on a toujours envie de se projeter. On a, quand on est enfant, des rôles modèles, des idoles, des gens à qui on va s'identifier, que ce soit dans le cercle restreint ou que ce soit finalement dans la vie et la vie publique et dans la société aussi large qu'elle puisse être. Et c'est important qu'on puisse avoir des rôles modèles paritaires. Aujourd'hui, clairement, si on regarde, ce n'est pas du tout le cas. Une petite fille ou un petit garçon qui grandit va sortir de chez lui ou de chez elle, va regarder rien que les noms de rues qui vont être à 90-95%, quand ce sont des personnages, vont être des noms de rue masculins. On peut regarder plein d'environnements aussi autres. Il n'y a pas si longtemps que ça, on remerciait, donc certains ont félicité Raphaël Nadal d'avoir gagné X tournois du Grand Chelem en racontant que c'était un record historique. Et quand on regarde, il y a 3 femmes tenniswomen qui ont dépassé largement ce record. Et évidemment, on oublie de nommer Serena Williams, Chris Evert, Navratilova et beaucoup d'autres. À chaque fois, on se rend compte non seulement ces rôles modèles, on les invisibilise, mais aussi on oublie même carrément d'en parler, alors qu'il y a des belles histoires, et en particulier sur l'aspect historique sur lequel vous mentionnez. Moi, je suis ravi qu'on ait pu faire ces propositions-là et qu'Égalité Ensemble ait fait ces propositions-là, entre autres de panthéonisation des femmes. On peut évidemment féliciter le choix du président de la République d'avoir intronisé Joséphine Baker avec une magnifique histoire vraiment française de solidarité et vraiment d'image et de rôle modèle. Et c'est important qu'on puisse régulièrement, on pourrait parler d'Olympe de Gouges, on pourrait parler de Simone Veil, on pourrait parler de plein de résistantes qui ont fait des trucs magnifiques pour le pays. Et c'est important qu'on puisse tous être très, très vigilants dans cette lecture un peu transversale de est-ce que dans les rôles modèles qu'on identifie, qu'on nomme, on fait attention à cette question de l'égalité. Et puis, évidemment, il y a la question, on a parlé d'histoire, mais l'histoire, c'est aussi quand on grandit, la question des manuels scolaires. Manuels scolaires, on a eu la chance, moi j'ai eu la chance de faire un rapport sur les stéréotypes au nom de la délégation droits des femmes, où on a mis en lumière cet aspect tout juste inadmissible, je veux dire les choses, sur les manuels, ou un petit peu à l'image de la société, c'est un prisme de la société, où il y a un double effet qui se coule. Un, à l'image de la société, les femmes sont invisibles, peu, voire même pas présentes, et on a le deuxième effet qui se coule, en particulier au primaire, d'avoir des manuels qui sont à la charge des collectivités. Et les collectivités, on a eu la désagréable surprise de se rendre compte que certaines collectivités locales avaient des manuels des années 80. Donc déjà, on a du mal sur les manuels des années 2000 et plus tard que de faire une vraie parité dans toute l'histoire de France et plus largement l'histoire mondiale. Mais quand vous imaginez les manuels des années 80, c'est encore plus catastrophique. Voilà sur les 3 petits points sur lesquels je voulais revenir sur les rôles modèles et l'importance d'avoir des rôles modèles. Merci beaucoup. La question suivante sera posée par Fatimata Niang. Bonjour, monsieur le député. Ma question, c'est de savoir, est-ce que l'égalité devrait-elle s'enseigner à l'école? Si oui, pourquoi et comment? Merci Fatimata. Une question hyper large. Alors, en tant que membre de la commission éducation et affaires culturelles de l'Assemblée nationale, c'est un sujet qui me touche. J'ai parlé du rapport sur les stéréotypes que j'ai coécrit avec, et c'est important de la nommer, Karine Lebon, qui est députée de la Réunion, avec qui on a fait vraiment un travail poussé avec beaucoup d'auditions. Quelle surprise, et on voit quand on veut faire vraiment de la prévention, et on a beaucoup acté, on a beaucoup œuvré sur la lutte contre les violences conjugales, mais si on tire le fil et qu'on veut vraiment agir en prévention, on se rend compte que 80% du boulot, il est à faire en prévention et au sein de l'éducation. Et quand je dis éducation, c'est l'éducation au sens large. Souvent, on met beaucoup, et c'est important de le faire, mais il faut élargir bien plus large que l'école. C'est la question des crèches et de la petite enfance, c'est la question de l'école, c'est la question de la parentalité. Et je vais vous donner une anecdote que je fais souvent et que je fais dans toutes les classes maintenant.
il y a, vous savez, je ne sais pas si ceux qui connaissent, mais il y a une très belle organisation qui s'appelle le Parlement des enfants, qui vise tous les ans, sur une thématique donnée, à ce que les CM2 puissent écrire des lois. Et il y a 4 ans, au début du mandat et du quinquennat, on était très engagés sur les violences conjugales, et le Parlement des enfants c'est une structure à l'Assemblée nationale qui mandate les classes des CM2 qui le souhaitent justement à s'engager à écrire une loi dont la thématique est un petit peu imposée. Et il y a 4 ans, la thématique, c'était la question de l'égalité femmes-hommes. Et à chaque fois, j'essaye d'aller dans les écoles pour aider les enfants à écrire leur loi en expliquant un petit peu comment on écrit, comment on travaille, comment on se renseigne. Et quand ils m'ont demandé de venir dans une classe, je leur ai dit, on va partir, et Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher parlait du définir et de la mesure, qui est pour moi très, très importante à chaque fois qu'on veut mener des politiques. Et la question que j'ai posée aux enfants de CM2, et que je pose maintenant à chaque fois, et ça marche à chaque fois dans chaque classe, c'est la question, je leur demande, je ne parle pas à la maison, je ne parle pas dans l'espace public, je parle là uniquement dans la classe, dans l'environnement de la classe, dans l'école, au plus large. Est-ce qu'il y a des inégalités entre les garçons et les filles? 80% des jeunes, garçons et filles, à chaque fois répondent « oui, il y a des inégalités ». Et on creuse, et je demande pourquoi. Et les enfants, ils ont les solutions. Ils voient, ils vivent au quotidien ce qui ne marche pas. Il faut absolument les faire parler, les faire participer, parce qu'ils vont vous dire « mais pourquoi les petits garçons, ils tapent les filles et que l'inverse, il n'y a pas le droit? Pourquoi il y a des jeux qui sont pour les garçons et d'autres pour les filles? Pourquoi dans la cour, la place, elle est laissée uniquement aux garçons ?» Les enfants, ils vivent avec ça. Et moi, c'est ce qui me traumatise le plus. Le mot est peut-être fort, mais ça m'interpelle au plus haut point de se dire qu'à 10 ou 11 ans, nos enfants ont déjà intégré et vivent avec ces inégalités-là. Ça montre bien qu'on doit absolument essayer d'aller œuvrer le plus tôt possible en changeant, et Madame la ministre Pannier-Runacher en a parlé tout à l'heure, en œuvrant le plus tôt possible, y compris sur la parité et l'égalité au sein des personnels qui encadrent les enfants, que ce soit les enseignants, que ce soit les auxiliaires, que ce soit les AVS, que ce soit l'ensemble des personnes qui gravitent autour des enfants. On a un personnel qui est bien trop féminin. Et moi, je prône vraiment pour qu'on puisse avoir, en parallèle de ce qu'on a fait, et qui est indispensable et qui est nécessaire pour qu'il y ait plus de femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, et je suis très fier de cette loi qu'on a votée il y a quelques semaines, et je pense que par parallélisme des formes, il faut absolument qu'on puisse avoir aussi un nombre important d'hommes qui s'occupent de la petite enfance et dans les écoles primaires. Aujourd'hui, pour pouvoir se projeter, avoir des rôles modèles, c'est important aussi que les petits garçons puissent avoir des rôles modèles d'enseignants du premier degré, d'encadrants de la petite enfance. C'est indispensable pour que et les garçons et les filles puissent se projeter. Et puis, on a parlé beaucoup d'enseignants, et c'est important de les former, c'est important qu'ils soient conscients des biais de genre. Et j'insiste surtout, parce que la dernière fois que j'en ai parlé à des enfants, ils m'ont dit « mais c'est trop vrai ». C'est souvent inconscient, évidemment, mais c'est important justement d'apporter l'information aux enseignants. Quand une petite fille, elle réussit, l'enseignant ou l'enseignante, d'ailleurs, va dire « ah c'est bien, tu es appliquée, tu es travailleuse ». Et même enseignant ou la même enseignante, un petit garçon qui aura réussi avec la même note, on va lui dire « bravo, t'es fort », comme s'il y avait quelque chose d'inné. C'est vraiment important de travailler sur ces biais-là, et que les enseignants, en premier lieu, soient conscients, et soient conscients aussi avec les parents. Et j'en discutais la semaine dernière avec François Tadei, pour ceux qui le connaissent, du Learning Institute Planet, et qui travaille sur de la recherche, et en particulier la recherche santé et éducation. Et avec une chercheuse en neurosciences, on avait déjà cette base-là de bien expliquer à tout le monde, de dire que le cerveau d'une jeune fille, d'une petite fille, et le cerveau d'un petit garçon, il n'y a aucune différence sexuée qui peut justifier quoi que ce soit. Et il y a encore beaucoup de gens, quand vous posez la question, finalement, moi je l'ai testé aussi, qui vont dire « ah bon, c'est vrai, ils ont exactement les mêmes cerveaux ?» Oui, les petites filles et les petits garçons peuvent être amenés à faire exactement les mêmes choses, les mêmes matières, il n'y a rien qui les prédestine à quoi que ce soit. Voilà pour mes mots et pour le message à la fois aux enseignants et aux parents. Merci beaucoup, monsieur le député. Nous allons passer à la question suivante qui sera posée par Priscilla Amani. Merci, monsieur le député, pour ces réponses. Alors moi, du coup, ma question est la suivante. En tant qu'étudiante en médecine, je constate qu'il existe un tabou sur les menstruations et sur les nombreuses inégalités liées notamment à la maternité précoce.
Donc, ma question est quelles solutions pourrait-on mettre en œuvre afin de permettre un meilleur épanouissement des filles et des femmes dans leur parcours scolaire et universitaire? Priscilla, merci beaucoup pour cette excellente question. Il y a vraiment un vaste sujet pour vraiment parvenir à l'égalité, en particulier au sein de l'éducation, hein, que ce soit finalement dès le plus jeune âge, mais évidemment jusqu'à l'université. Il y a vraiment un tabou au sens du corps, au sens de la sexualité, au sens des règles. On pourrait mettre plein de choses tellement le sujet est vaste et qu'il faut évidemment, je crois que le président a dit, beaucoup a été fait, il reste beaucoup à faire, mais je crois que s'il y a un domaine sur lequel il reste beaucoup à faire, il y a eu quelques bribes, mais il faut aller beaucoup plus loin. Tabou des règles et des protections menstruelles. Moi, je suis très content d'avoir poussé ces distributeurs, mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Je crois qu'il y a un chiffre, je ne sais plus s'il est exact, mais l'ordre de grandeur, en tout cas, il est là. C'est le coût de ces protections-là pour les femmes au cours d'une vie. Je crois que c'est entre 10 et 20 000 euros. Enfin, c'est un truc. C'est comme si on demandait, souvent, j'ai la question parce que certains collègues, en particulier des hommes, vont dire que, entre guillemets, je suis trop féministe ou que tu abuses, c'est leur sujet, ainsi de suite. Non, ce n'est pas leur sujet. Et je leur réponds souvent, mais c'est comme si on demandait de toi de payer le papier toilette, quoi. Eh ben, c'est exactement la même chose. C'est une question naturelle. Donc, comment on accompagne les femmes pour vivre au quotidien sans qu'elles aient, finalement, c'est une perte de pouvoir d'achat comparativement aux hommes. Et c'est important que dans tous les collèges demain, dans les lycées, ça commence à accélérer, heureusement, et dans toutes les universités, on puisse avoir ces distributeurs. Moi, j'ai eu la chance de pousser pour qu'à l'université, au campus de Redon, l'enseignement supérieur, on ait mis ces distributeurs-là. Et c'est important que le plus vite possible, je crois que le président s'est engagé et dans les budgets nationaux, c'est plutôt fait, mais il faut aller plus loin. Il faut s'assurer derrière de la mise en œuvre dans les prochaines années, prochains mois, que ça puisse être vraiment accessible partout. Il y a une notion d'évaluation qui va être importante. Il y aurait plein de sujets parce que j'en ai qui viennent par la tête. Il y a la question de la qualité des sanitaires. Moi, aujourd'hui, avoir des filles, que ce soit au collège ou au lycée, je sais que c'est vrai en plus pour les garçons aussi, hein, mais je dirais encore plus pour les filles en fonction des besoins-là et de ces choses-là, qui n'osent même pas aller aux toilettes de la journée. Enfin, c'est juste en France, en 2022, ne pas oser aller aux toilettes. J'ai écrit des questions officielles ministérielles sur ces sujets-là. Je n'ai pas forcément été toujours satisfait des réponses. Il faut absolument qu'on se pose des vraies questions et qu'on puisse évaluer ça aussi, se dire qu'il y a, de mémoire, c'est 15%, entre 15 et 20% des jeunes filles qui ne vont jamais aux toilettes, qui n'osent pas aller aux toilettes dans leur collège ou leur lycée. C'est tout juste inadmissible en France en 2022. On voit bien qu'on a finalement beaucoup de choses. Si j'avais un dernier point sur lequel il fallait absolument progresser, on a parlé dans ces tabous-là, il y a le rapport au corps. Pour moi, il y a le rapport au consentement sur lequel on aborde les sujets beaucoup trop tard. Moi, je prône pour qu'on accélère beaucoup plus tôt. On le voit bien dans les pays où les relations entre garçons et filles sont un petit peu plus pacifiées, sont plus posées, sont plus sereines. On voit bien que la question du consentement, la relation au corps, c'est quoi un corps d'un jeune garçon, c'est quoi le corps d'une jeune fille, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, est-ce que j'ai le droit de toucher, pas toucher, de façon très sereine à peser. Et les enfants, ça ne leur fait pas peur du tout quand on en discute. C'est les grands qui sont pas mal de films sur comment apporter la chose. Mais on voit bien que si, dès le CP, 6-7 ans, on pouvait poser ces questions-là en disant les limites, en disant qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, je crois sincèrement que par la suite, les relations seraient beaucoup plus apaisées, ça se passerait beaucoup mieux, en particulier sur la question de l'égalité. Merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat. Est-il possible d'inscrire l'avortement dans la Constitution lors du prochain quinquennat? Alors, waouh, je suis désolé, je vais faire joker, mais je vais me renseigner. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas juriste en tant que tel, donc je suis désolé de ne pas pouvoir répondre. C'est Séverine, je pense, qui pose cette question-là. Je ne suis pas spécialiste, mais je reviendrai vers vous sur cette question-là. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible ou pas. Et franchement, vu la difficulté, je rebondirai peut-être plus sur l'historique qu'on a eu au cours de ce mandat-là. La difficulté pour bouger la Constitution, c'est assez chaud et c'est assez tendu, ça se fait assez peu. Moi, sur le principe, je ne suis pas contre, mais je veux que ça apporte opérationnellement quelque chose aux femmes. Je suis déjà très, très fier de la loi qu'on a votée il y a maintenant 15 jours sur le délai pour recourir aux IVG, parce qu'il y avait beaucoup trop de femmes françaises qui
qui allait entre autres à l'étranger, et il y avait aussi des grosses questions sur les relations médicales et sur les médecins qui refusaient de pratiquer les IVG en France, et je suis ravi qu'on ait pu avancer sur cette question-là. Sur la partie de la Constitution, Joker, je ne peux pas savoir, mais je me renseigne sans problème. Oui, alors de toute façon, pour une révision constitutionnelle, il y a plusieurs modalités, alors plusieurs procédures possibles. Soit elle est initiée effectivement par le gouvernement et présentée devant les deux assemblées, voilà, l'Assemblée nationale et puis le Sénat, et il faut un vote aux 3/5. Soit vous pouvez avoir en fait une procédure un peu différente. Le référendum peut être présenté devant le peuple. Voilà, ça peut être la loi constitutionnelle peut être présentée devant le peuple. Alors, le problème aujourd'hui avec le droit à l'IVG, c'est que c'est une loi, et qui dit loi dit réversibilité. Donc, la question, c'est de savoir comment peut-on faire pour protéger davantage le droit à l'IVG. Voilà, parce que là, ce qu'on sait, c'est que si demain, un gouvernement change et qu'il décide de supprimer le droit à l'avortement, eh bien, il peut défaire ce droit de façon très, très simple. Donc, ça, c'est une question c'est pour ça que la question de la constitutionnalisation est importante. Et je sais aussi qu'il y a actuellement l'idée de faire entrer le droit à l'IVG au niveau des textes européens et notamment des textes fondateurs. Donc, si ça passe au niveau des traités, ce sera effectivement, d'après la hiérarchie des normes, supérieur à une loi. Mais on a le problème, voilà, il y a certains pays qui refusent spécifiquement le droit à l'IVG. On peut noter que notamment l'Irlande avait fait un opt-out sur le sujet en disant que voilà, elle avait fait signer un protocole comme quoi jamais on ne pourrait lui imposer d'accepter le droit à l'IVG, mais l'Irlande a passé une loi récemment pour autoriser le droit à l'IVG. Donc, on peut imaginer qu'il y aurait, en tout cas du côté de l'Irlande, une avancée. Mais le problème, c'est le recul de l'autre côté, de la part de la Pologne et d'autres pays voilà, qui sont dans le cadre d'un certain recul des droits des femmes au niveau reproductif. Donc, tout ça, c'est effectivement examiné, et Égalité Ensemble fait la proposition que l'on constitutionnalise ce droit en France, à voir les modalités et puis bien sûr quelle majorité sera acquise et si oui ou non ça serait inscrit éventuellement dans un projet ou un programme de l'un des candidats à la présidentielle ou des candidates. Voilà, je vous remercie beaucoup, monsieur le député. Merci à vous, merci à tout le monde et à tout le groupe de l'Égalité Ensemble, bravo. Merci beaucoup, et puis espérons que les droits des femmes progressent. Donc, je vous conseille à toutes et à tous ceux qui nous suivaient de consulter les 108 propositions pour l'égalité. Vous pouvez vous engager à les adopter, notamment en signant la charte si vous le souhaitez, et ça veut dire que vous ferez votre possible pour porter ces propositions. On attend donc Irène Tolleret. Je vais mettre en pause l'enregistrement le temps de son arrivée. Ok, donc moi, du coup, j'avais une question sur la suppression de la double clause de conscience. Est-ce que, monsieur le député, vous êtes pour? Alors, merci pour cette excellente question, Priscilla. Moi, sur le principe, je suis pour. La vraie question qu'il faut se poser, c'est que ce n'est pas le tout d'imposer. C'est-à-dire que je n'ai pas envie qu'on impose à des personnels soignants de faire des gestes qu'ils n'ont pas envie de faire, parce que la qualité du soin, à mon avis, ne serait pas pertinente et ne serait pas la bonne. Par contre, ce qu'on a fait il y a 15 jours dans la loi qui a été votée, qui devrait être promulguée dans les jours qui viennent, sur à la fois la question de l'allongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines, ce qu'on a mis dans la loi, c'est l'obligation de flécher dans un délai donné vers un personnel qui est prêt à faire cette IVG dans les plus brefs délais. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on voyait qu'il y avait beaucoup trop de femmes sur lesquelles, sous prétexte de cette double clause de conscience, on laissait un peu traîner le truc. Et finalement, on n'était pas accompagné dans des délais à la fois corrects et on n'était pas orienté vers les bons professionnels. Cette loi-là, c'est vraiment une avancée sur cette question-là et ça oblige en tout cas à flécher très rapidement, pas à faire un geste qu'on ne voudrait pas faire, mais à flécher vers des gens qui seraient prêts à faire ce geste-là rapidement. Donc, c'est encore, pour moi, encore plus fort que finalement la suppression, la double clause de conscience, c'est vraiment flécher le plus vite possible et être accompagné dans des bonnes conditions
par des personnels de santé qui ont envie de faire ces gestes médicaux assez spécifiques. Merci. Merci beaucoup. Alors, la question aussi que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que, par exemple, bon, ceux qui ont, on va dire, pratiqué avec cette double clause de conscience, est-ce que, par exemple, à partir de demain, on va dire ça comme ça, on pourrait imaginer que, voilà, toutes les personnes qui s'engagent dans la spécialisation des droits reproductifs, comme les gynécologues ou les sages-femmes, soient contraints d'accepter qu'il n'y aura plus de clause, enfin de double clause de conscience, que voilà, ils savent qu'ils seront amenés à pratiquer ce genre d'acte ou à délivrer voilà, des pilules abortives sur la demande des femmes. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que pour les générations futures de médecins spécialisés dans le sujet et les sages-femmes, on puisse dire, ben voilà, ne vous spécialisez pas là-dedans si vous n'êtes pas prêt à prendre en charge ce type de volet des droits reproductifs des femmes. Ouais, je suis assez mitigé pour la simple et bonne raison, c'est comment faire. Je comprends bien la différence entre guillemets, les personnes formées et les personnes qui vont être formées. Deux bémols à cette question-là. Non pas que je ne comprends pas l'enjeu, mais je challenge un peu la méthode. Comment on fait la différence entre les personnes qui ont été formées et quand? Et la deuxième question, moi, je crois beaucoup au rebond de carrière et à la formation continue. Donc, je comprends l'enjeu de se dire, ben, ceux qui s'engagent, il y aura ça. Quid de ceux qui sont déjà engagés? Je mets une limite à ça. À mon avis, si on veut avancer, il faut quand même des délais précis et il faut quand même se projeter. Je suis plutôt dans ma philosophie à donner des objectifs et à se projeter collectivement plutôt que de dire les uns, ils ont le droit de faire ça et les autres font ça. Voilà un peu ce que moi, je serais capable de pousser et je serais à l'aise à pousser, à se dire, voilà, à partir de telle date, on se met tous en ordre de marche pour qu'il y ait aussi finalement un cadre national cohérent et qu'on ne dise pas à droite, il y en a qui ont le droit et à gauche, il y en a qui n'auraient pas le droit, ou qu'on puisse avoir sur certains territoires certains types d'accompagnement et sur d'autres. Je pense que ce serait plutôt vraiment, ça nous engagerait à de la diversité de qualité de soins qui n'est pas forcément souhaitable. Merci beaucoup. Je vous remercie, monsieur le député, de votre intervention, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui en cette journée des droits internationaux, en cette journée internationale des droits des femmes. Et voilà, c'est avec plaisir donc qu'on vous a reçu et on vous remercie encore d'avoir accepté de parrainer la proposition au moment du lancement d'Égalité Ensemble. Une femme au Panthéon tous les 8 mars. Alors, qui sait, peut-être que demain ou après-demain, cette mesure sera mise en place et qu'on aura le plaisir de découvrir chaque année une femme au Panthéon tous les 8 mars. Merci. Bravo pour votre engagement. À bientôt et une bonne journée. À bientôt. Irène Tolleret était là. Donc, c'est avec plaisir qu'elle va reprendre la suite de la question sur comment l'Union européenne peut-elle être un meilleur vecteur d'égalité. Alors déjà, l'Union européenne, l'égalité fait partie des traités. Et donc aujourd'hui, c'est aller plus loin. Donc aller plus loin, c'est déjà en vérifiant que l'ensemble des textes qui doivent être appliqués le sont. Je parle par exemple de la Convention d'Istanbul, favoriser sa ratification, mais également partager, parce que la devise de notre union, c'est unis dans la diversité. Et donc, pour ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des pays qui ont peut-être une meilleure législation sur comment enregistrer les plaintes pour les violences faites aux femmes, une autre législation, notamment la France est très en avance sur l'égalité salariale avec les mesures qui ont été mises en place par l'index Pénicaud. Donc, bref, on a un potentiel d'amélioration existante. Et donc, c'est l'idée du pacte Simone Veil, de dire on va identifier l'ensemble des choses qui existent, qui sont déjà en place, qui marchent, et les partager et les mettre en place. Parce que, je ne veux pas faire un exemple comme, par exemple, faire un soufflet. Donc, ah oui, c'est un bagat. Je suis en Bretagne, il y a un bagat qui fait la musique. Donc,
Donc, pour ça, pour partager ces législations, il faut aussi avoir l'espace de les partager. Et c'est donc ce fameux conseil à l'égalité. Pourquoi donc, par exemple, je ne sais pas vous, si vous arrivez à faire les soufflets, moi, ce n'est pas forcément mon truc. Mais j'imagine que si je veux faire un soufflet, ben, je vais inviter d'autres copines et puis on va partager. Et celle qui a la meilleure recette de soufflet, c'est celle-là qu'on va développer. Donc, le partage de l'expérience, ça permet de s'améliorer, mais c'est aussi vrai pour le législatif et pour les droits des femmes. Donc, dans le pacte Simone Veil, on a l'égalité, l'égalité salariale, la lutte contre les violences, les droits sexuels et reproductifs, et puis la présence dans l'égalité en politique et la gouvernance économique. Donc, ce sont des points très importants, mais encore une fois, le Conseil à l'égalité nous crée un espace pour le faire avancer. Merci beaucoup. Alors, le Conseil à l'égalité, il va devoir être mis en place. Je ne crois pas qu'il soit officiel encore. Ça, c'est juste une petite remarque. Aujourd'hui, donc comment l'Union européenne peut faire avancer les droits des femmes? Donc, l'Union européenne peut faire avancer les droits des femmes déjà en s'appuyant sur les meilleures législations existantes et en les partageant et en les développant. C'est l'histoire du pacte Simone Veil. Mais ce partage des législations qui améliorent les choses n'a pas aujourd'hui de configuration formelle au sein du Conseil. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que tant que les droits des femmes ne sont pas la priorité pour quelqu'un, ils sont autant en haut de l'agenda que le ministre concerné veut les mettre. Par exemple, l'économie et les finances, je ne suis pas sûre que tous les ministres d'économie et des finances, quand ils se réunissent au niveau de l'européenne, le sujet femmes soit un quelconque sujet prioritaire. Et encore heureux, parce qu'ils ont à faire, ils ont à travailler sur le plan de relance, la Banque centrale européenne, l'euro, beaucoup de sujets qui sont très sérieux. Donc, c'est logique que si on met des ministres de l'économie et des finances dans une pièce, ils parlent d'économie et de finances. Donc, je crois que pour qu'on fasse avancer les droits des femmes, le fait d'avoir une configuration du Conseil, c'est-à-dire un endroit où les ministres à l'égalité se rencontrent en ayant comme seule priorité l'égalité, pour moi, c'est un facteur clé de succès. Merci beaucoup. Alors, Pierre-Jean Claus va vous poser la question suivante. Oui, déjà, bonjour à Irène. Une question qui est assez au cœur de l'actualité en ce moment, notamment avec la situation en Ukraine. Il existe des régimes qui nient les violences faites aux femmes, qui basculent peu à peu dans davantage de violences, que ce soit des violences dues à la guerre ou des violences qui sont plus sur le plan moral, comme on peut voir en Pologne ou en Hongrie. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une diplomatie féministe qui soit plus efficace dans la lutte contre ces violences? Alors, déjà, par rapport à la diplomatie féministe et pour ces violences, il y a deux niveaux de réponse. Il y a déjà agir sur la cause, parce que la Pologne ou la Hongrie ne se sont pas réveillées du jour au lendemain avec une volonté rétrograde sur les droits des femmes ou la négation des violences faites aux femmes. Ce sont le résultat d'ingérences qui viennent de groupes extrémistes religieux. De toute religion, quand elle est extrémiste, c'est jamais bon pour les droits des femmes. Et donc, je crois que c'est important d'agir contre ces ingérences. Donc, une première action est sur la cause. La deuxième action sur la diplomatie féministe, c'est de façon générale un sujet que je porte et que nous allons voter cette semaine au Parlement européen, qui s'appelle le gender mainstreaming, c'est-à-dire le fait d'avoir une entrée systématique autour des droits des femmes dans l'ensemble des politiques européennes et y compris, par exemple, la diplomatie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les diplomates, dans leur travail de diplomate, sauront que le sujet des violences faites aux femmes ou de la résilience ou de l'entrée par le genre est une priorité, alors on fera avancer les choses. Donc, un, lutter contre la cause, et deux,
faire en sorte qu'au niveau des moyens, on ait une entrée genrée qui permette de ne pas oublier de traiter le sujet. Merci beaucoup. Alors, une petite question par rapport aux crimes d'honneur. Il y a des pays qui les autorisent, même d'un point de vue légal. Est-ce que, bon, je pense à l'Iran, hein, bien sûr, je ne parle pas de l'Union européenne, mais qu'est-ce que l'Union européenne pourrait faire éventuellement pour… est-ce qu'on pourrait envisager que des sanctions internationales soient prises, voilà, qu'il y ait des mandats d'arrêt Alors, je ne peux pas parler spécifiquement du crime d'honneur dans la mesure où aujourd'hui, au sein du Parlement européen, nous avons une grosse volonté politique qui est en train d'avancer pour intégrer les violences faites aux femmes dans la liste des eurocrimes. Voilà, donc ça c'est très concret, mais on n'a pas ciblé le crime d'honneur, on est sur tous les crimes et violences faites aux femmes. Très bien, merci beaucoup. Alors, la prochaine question va être posée par Nathalie Decourcy, qui est membre du CA d'Égalité Ensemble. Bonjour Irène, ma question est la suivante. Étant donné la situation en Ukraine, ça nous rappelle quand même une chose, c'est que les femmes sont quand même victimes de crimes qui sont très spécifiques et ont besoin du coup de s'intégrer dans des pays d'accueil. Comment demain l'Europe et le monde peuvent faire en sorte de favoriser l'accueil des réfugiés? Ce n'est pas spécifiquement un sujet femme, mais même si ce sont les femmes et les enfants, particulièrement en ce moment, qui sont les premières victimes, bien entendu, de tous les conflits armés. Mais plus largement, c'est l'accueil des réfugiés en cas de conflit militaire, comme on a pu avoir avec la crise syrienne. Donc ce soir, je suis hier soir, plus exactement, j'étais avec Joël Giraud en Bretagne pour un événement sur la ruralité. Et donc, il avait ce matin même une réunion avec l'ensemble des maires pour organiser l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, nous avons des mécanismes au niveau européen avec l'asile. On a des textes, les accords de Dublin, qui ne sont absolument pas adaptés à la crise, la guerre qui est à la porte de l'Union européenne et sur les terres européennes en Ukraine. Donc, c'est important qu'on se mobilise toutes et tous. Et de la même façon qu'en Ukraine, ce sont les maires qui organisent la résistance, je pense que les maires, tous les maires, peuvent faciliter cet accueil et cette intégration. Et ce serait l'honneur de notre pays de le faire. Merci beaucoup. Alors oui, concernant les réfugiés, notamment ukrainiennes, il y a l'évocation du fait qu'il y aurait des personnes qui, à la frontière, souhaiteraient, des proxénètes, qui chercheraient justement à abuser de la situation. Donc, par rapport à ça, c'est justement en ça que peut-être il y a quelque chose de plus spécifique. Est-ce que l'Union européenne a pris en compte cette dimension de risque de traite des êtres humains à l'occasion de cette crise extrêmement importante qui a lieu en Ukraine? Alors oui, d'ailleurs on a un texte qui s'appelle GAP 3 qui va être voté, je crois, cette semaine, sur lequel on a des amendements et qui parlent de la prostitution. Alors, les victimes de guerre sont des femmes et des enfants. Donc, et de façon générale, dès qu'il y a de la misère humaine, il y a des personnes qui en profitent pour faire de l'argent avec. Ce sont des proxénètes, mais pas que. C'est des faux réseaux de passeurs, c'est des personnes qui essayent de capter les aides pour les dons. Donc, faisons très attention à donner de l'argent seulement à des sites qui sont vraiment organisés soit par le gouvernement, soit par l'ambassade d'Ukraine en France. N'enrichissons pas des réseaux de malhonnêtes et franchement de personnes dégueulasses, pour être très clair. Donc, pour revenir sur ce sujet, la difficulté
d'agir sur les réseaux de passeurs en Ukraine, c'est que quand on est en Ukraine, on est en dehors de l'Union européenne et après, on va tomber sur la Biélorussie ou la Russie, je ne suis pas sûre qu'ils se précipitent, hein, ni la Crimée, mais après, derrière, on a donc la Hongrie, la République tchèque et la Roumanie et la Slovénie. Slovaquie. Et donc, c'est à cet endroit-là. Donc, pour nous, la France est présidente tournante du Conseil, hein, et donc de l'Union européenne, mais ça ne veut pas dire que nous pouvons faire n'importe quoi dans un autre État membre sous prétexte que c'est sur leur territoire que les choses arrivent, si au moins ce n'est pas à l'endroit où les choses naissent. Les passeurs prennent les gens en Ukraine et les font aller ailleurs. Donc, je pense que la meilleure réponse, c'est d'organiser des couloirs légaux. Donc, c'est ces négociations que le président de la République, avec un courage extraordinaire, fait pour obtenir des couloirs légaux. Alors là, le président Poutine a proposé des couloirs qui vont vers la Russie. Bon, je ne suis pas sûre que les Ukrainiens bombardés par les Russes aient envie de se précipiter pour habiter en Russie. Bon. Donc, il faut vraiment qu'on ait des couloirs pour évacuer les populations. Et donc, quelque part, on coupe l'herbe sous le pied aux passeurs en ayant des vrais réseaux organisés, publics, encadrés, qui font que les femmes et les enfants qui fuient leur pays, et on les comprend, ne soient pas dans des mains de mafieuses et que derrière, à l'arrivée de ce couloir d'exfiltration, il y ait un accueil européen qui s'appuie sur les régions, à mon avis, et sur les collectivités territoriales, vu le nombre de personnes que nous avons à accueillir. Merci beaucoup. Alors, on a vu qu'il y avait eu plusieurs situations de Sofagate, on va dire, de rustrerie diplomatique à l'encontre de femmes qui pourtant occupent des postes à très haute responsabilité, que ce n'est pas rare que dans des négociations diplomatiques, des femmes soient traitées en deçà de leur statut protocolaire. Quelle idée vous auriez pour améliorer, on va dire, la dignité diplomatique des femmes et puis leur participation effective aux négociations et à tous ces éléments diplomatiques qui sont tout aussi importants que le reste pour les droits des femmes et puis pour les rôles modèles, hein, tout simplement. Alors, donc, déjà, la première chose que je voudrais souligner, c'est qu'au niveau des droits des femmes, c'est la première fois que nous avons un triumvirat de femmes aux postes les plus puissants de notre Union européenne. Ursula von der Leyen, présidente, sur 3 des 4 postes, ce sont des femmes. Il y a 4 postes à très haut niveau, 3 sont des femmes. Donc, c'est du jamais vu. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, Christine Lagarde, présidente de la BCE, et depuis peu, Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. Donc, on vient de faire exploser triplement le plafond de verre en moins de 2 ans. Donc, il faut que ces messieurs s'y habituent. Voilà, donc ça prendra un peu de temps. Je pense que les messieurs européens sont un peu plus habitués au sujet, puis surtout, ils ont plus les conséquences de leur malotruisme si jamais ça leur prenait l'idée. Par contre, il y a des endroits extérieurs à l'Union européenne où là, on est sur des changements de culture. Donc, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on mette le focus sur la formation. Par exemple, on va voter cette semaine un rapport que je porte avec une collègue des Verts pour le Parlement européen sur le gender mainstreaming, où nous demandons une formation obligatoire. Parce que les hommes et les femmes qui se retrouvent en position de pouvoir doivent bien mesurer l'importance et la symbolique de leurs gestes. Ça peut aller jusqu'au harcèlement, moral ou sexuel, mais avant même le harcèlement, il y a le respect. Et je pense que si on commence par se respecter et respecter la fonction et la femme qui occupe la fonction, alors je crois fermement que les dérives qui vont jusqu'au harcèlement moral ou sexuel s'arrêteront.
Donc, commençons par le commencement, donc formation obligatoire à tous les élus pour qu'ils comprennent qu'une femme de pouvoir, c'est une fonction et il doit respecter la fonction. Merci beaucoup, Madame l'eurodéputée. Alors, c'est avec plaisir que nous avons pu échanger autour de quelques thèmes qui sont repris dans nos 108 propositions pour l'égalité. Alors, je vous invite à les découvrir et à signer la charte. Alors, il y a beaucoup d'autres propositions qui sont disponibles. Ça va de la gouvernance partagée jusqu'à l'allaitement en public. Donc, je vous conseille vraiment d'aller la découvrir. C'est aussi intéressant par rapport à vos programmes pour les prochaines élections. Si vous voulez signer la charte, vous avez parfaitement le droit de vous invoquer de celle-ci. Et toutes et tous ensemble, faisons avancer l'égalité. Alors, merci à toutes et à tous de votre participation à cette journée internationale des droits des femmes et à bientôt pour un prochain rendez-vous avec Égalité Ensemble. Merci beaucoup. Au revoir. Merci et bravo pour ce que vous faites. C'est la somme de toutes ces petites actions qui deviennent un truc énorme avec les 108 propositions que je signerai avec plaisir. C'est la somme de tout ce travail-là qui fait que l'on fait avancer l'égalité tous ensemble. Bravo pour ce que vous faites, vous êtes top. Merci beaucoup à Irène Tolleret, qui est d'ailleurs l'une des marraines de nos 8 propositions fondatrices et qui est toujours avec nous. Merci d'être toujours présente à nos côtés.